bonsoir. Donc, encore une fois, veuillez m'excuser pour la voix qui est un petit peu éraillée, mais on va essayer de tenir jusqu'au bout de la conférence. Donc, ce soir, je vais vous présenter une conférence consacrée à la constitution de l'État d'Israël, qui est une constitution qui est vraiment très intéressante pour les constitutionnalistes, puisque vous allez voir, c'est une constitution, et c'est cet aspect-là au départ qui m'a intéressé dans le cadre de la constitution israélienne. C'est une constitution qui n'a pas été écrite dès le départ, et on va voir qu'elle a été écrite progressivement. Alors pour le citoyen français, comme pour la plupart des citoyens des systèmes occidentaux, un véritable État démocratique, c'est un État dans lequel on a une constitution écrite. Alors bien sûr, il y a des organes élus démocratiquement par le peuple, mais il y a aussi donc une constitution écrite supérieure aux autres normes, en particulier supérieure à la loi, et une constitution destinée à régir les institutions, à protéger les droits et libertés et à être garantie par le juge. Donc cette conception de la Constitution que l'on connaît dans notre propre système et donc dans la plupart des systèmes occidentaux, elle découle directement de la philosophie des Lumières, qui voyait dans l'écriture des règles fondamentales un moyen de lutter contre l'absolutisme et contre l'arbitraire royal. Et donc les révolutionnaires américains et les révolutionnaires français ont mis en pratique cette idée en rédigeant d'abord la Constitution américaine de 1787 et puis ensuite la première Constitution écrite française de 1791. Et puis donc l'ensemble, enfin une grande partie en tout cas des systèmes ont suivi cette voie et donc ont adopté les constitutions écrites et ont mis en place de façon un petit peu plus laborieuse un contrôle de constitutionnalité de la loi pour donc garantir la protection de ces constitutions écrites. Alors néanmoins, il y a un certain nombre de systèmes qui sont restés hostiles à cette tendance, en particulier donc, le Royaume-Uni est encore, c'est un système qui est encore aujourd'hui dépourvu de constitution écrite, et beaucoup des systèmes qui ont subi l'influence de la Grande-Bretagne ont suivi ce modèle, et donc c'est le cas par exemple de la Nouvelle-Zélande qui est considérée comme n'ayant pas de constitution normative. Alors cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de texte en matière constitutionnelle dans ces systèmes-là. Si on prend l'exemple du Royaume-Uni, on trouve en Angleterre les textes même les plus anciens en matière constitutionnelle, puisque on peut citer la Grande Charte de 1215, ou un peu plus récemment le Bill of Rights de 1689 ou l'Habeas Corpus Act de 1679. Et même encore plus récemment, un texte protecteur des droits et libertés a été adopté en Angleterre en 1998. Donc on a un certain nombre de textes constitutionnels, mais ces textes ne sont pas réunis dans un seul document appelé Constitution écrite, et ces textes surtout ne sont pas supérieurs aux lois, ce qui veut dire que le Parlement peut les modifier aussi simplement qu'une loi ordinaire. Et par conséquent, dans ces systèmes-là, le juge ne peut pas contrôler le Parlement. Au Royaume-Uni, le Parlement est souverain, et donc il n'y a pas de contrôle par le juge de ces textes constitutionnels. Donc le fonctionnement dans ces systèmes-là est très différent de celui qu'on connaît en France, par exemple, où on a une constitution écrite, la constitution de la Ve République, qui est une constitution qui est donc supérieure aux lois ordinaires et qui est garantie et protégée par le Conseil constitutionnel. Et donc, c'est un schéma qu'on retrouve dans la plupart des systèmes occidentaux, aux États-Unis par exemple, mais dans beaucoup de systèmes européens, et ailleurs, puisque quasiment tous les systèmes ont opté pour une constitution écrite contrôlée par le juge. Ce sont en particulier les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale qui ont conduit les constituants des différents pays à se rendre compte qu'un Parlement pouvait mal faire, qu'une loi votée par les représentants du peuple pouvait être contraire aux droits et libertés, et donc il fallait contrôler
contrôler ce Parlement. Et donc, lors de leur création, les États qui sont les États les plus modernes cherchent tous à mettre, quasiment tous, à mettre en place une constitution écrite, si possible, protégée par le juge. Alors, Israël, au moins originellement, n'a pas voulu déroger à cette règle. C'est-à-dire qu'en 1948, quand est proclamée l'indépendance, la majorité des acteurs politiques et juridiques sont convaincus de la nécessité pour ce nouvel État d'adopter une constitution. Que ce soit les acteurs internes ou les acteurs externes, il y a cette volonté d'adopter un texte fondamental. On trouve cette idée, par exemple, dans la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies, celle qui prévoit la création de deux États. Et donc, cette résolution prescrit l'adoption d'une constitution démocratique dans chacun des États. La déclaration d'indépendance de 1948, premier document matériellement constitutionnel de l'État d'Israël, envisage elle aussi clairement l'adoption d'une loi fondamentale, puisqu'il est prévu l'élection d'une assemblée constituante. Il est prévu dans le texte que l'assemblée constituante doit être élue avant le 1er octobre 1948, donc il y a une date précise pour la mise en place de l'assemblée qui est chargée de rédiger la constitution. Et à cette époque-là, les principaux acteurs israéliens, y compris ceux qui seront ensuite farouchement opposés à cette idée, sont convaincus qu'il faut une constitution, ou au moins en tout cas résignés à cette idée. Mais les conditions sont très vite défavorables à l'adoption de cette constitution. La situation de guerre qui apparaît avec l'État d'Israël empêche les politiques d'arriver à leur fin. Et donc, une assemblée constituante est finalement élue, mais elle est élue plus tard que prévu, puisque finalement les élections n'ont lieu qu'à la fin du mois de janvier 1949. Et au moment de cette élection, les esprits ont évolué, les esprits ont changé, et les désaccords se sont fait jour. Alors on a des dissensions à ce moment-là qui portent d'abord sur le contenu matériel du texte, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette constitution. Alors il n'y a pas de problème en ce qui concerne le choix du régime politique, puisque l'idée d'un régime parlementaire à l'anglaise fait consensus, mais en revanche il y a d'autres éléments qui posent problème. En particulier, est-ce qu'il faut affirmer dans la Constitution l'existence d'un État juif, ou est-ce qu'il faut affirmer l'existence d'un État séculier? C'est une première question qui pose problème. Les droits et libertés économiques posent également problème parce que on a un certain nombre de partis qui prônent la défense des libertés individuelles, de la propriété privée, alors que d'autres partis, comme le Parti communiste, veulent plutôt privilégier l'idée d'entreprise coopérative. Du point de vue territorial, on a également des difficultés parce qu'on se demande s'il faut consacrer dans le texte la division de la Palestine ou pas. Et puis du point de vue national, enfin, est-ce qu'il faut donner des droits à la minorité arabe dans le texte constitutionnel? Donc tout ça fait l'objet de désaccords très importants entre les différents acteurs politiques de l'époque, et les compromis sont donc difficiles. Donc on a vraiment des divergences très importantes sur la substance même de la Constitution. Alors les différences sur la substance de la Constitution peuvent permettre quand même l'adoption d'un texte. Si on prend des exemples dans l'histoire constitutionnelle française, sous la Troisième République par exemple, on a eu un accord entre les républicains et les monarchistes sur une république. Donc ils n'étaient pas du tout d'accord. Certains voulaient mettre en place une monarchie, d'autres une république, et en réalité, ils sont réussis à se mettre d'accord sur un texte. Donc des différences sur la substance peuvent entraîner quand même des compromis. Le problème, c'est qu'en Israël, on avait également arrivé également sur la substance des dissensions plus structurelles sur la nécessité même d'adopter un texte constitutionnel. Alors, on avait des partisans de la Constitution écrite qui pensaient que celle-ci apporterait notamment une protection plus efficace des droits et libertés, et dans le contexte de l'après-guerre mondiale, l'adoption de beaucoup de constitutions pour protéger les droits et libertés. Les partisans de la Constitution écrite estiment également que l'adoption d'une Constitution constituerait un symbole fort de l'indépendance d'Israël, et
mais ça permettrait également d'affirmer le rôle d'Israël sur le plan international. Donc les partisans de la Constitution écrite ont des arguments, mais on voit en face un certain nombre d'acteurs politiques qui opposent des arguments contraires, en particulier les partis religieux qui n'avaient jamais été très enthousiastes à cette idée qui s'était résolue en 1948, profitent de l'ambiguïté de la situation pour changer d'avis. Et donc sont opposés à l'idée d'une constitution écrite parce que pour ces partis religieux, seule la Torah doit constituer la constitution. L'importance des partis religieux et puis leur influence dans le système politique israélien, on y reviendra, explique l'impossibilité, en partie en tout cas, d'adopter une constitution formelle. Il y a d'autres explications, ce n'est pas la seule explication. En 1949, David Ben-Gurion, qui est leader du nouvel État, voit, lui, dans les juges, une menace pour les pouvoirs du Parlement. Il pense que mettre en place une constitution, ça donnerait trop de poids aux juges, trop de poids aux minorités. Et donc, il s'appuie sur la tradition britannique pour refuser l'idée d'une constitution écrite. Puisque la tradition britannique, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur la souveraineté du Parlement, et comme le Parlement est souverain, il ne peut pas y avoir de texte supérieur au Parlement. Et donc, ces éléments-là font qu'aucune constitution n'est adoptée. Alors, la raison publique invoquée par Ben-Gurion pour reporter la constitution, l'adoption d'une constitution, c'est l'idée que les Israéliens de 1948 ne peuvent pas imposer un texte constitutionnel au peuple d'Israël qui va arriver sur les terres de l'État, puisque en 1948, tous les Juifs ne sont pas encore arrivés sur la terre de l'État d'Israël, comme ça, c'est dans les plans du nouvel État. Et donc, pour lui, les Israéliens de 1948 ne peuvent pas imposer une constitution aux futures personnes qui seront sur la terre de l'État d'Israël. Donc, vous l'aurez compris, les véritables explications sont beaucoup plus complexes que cette raison publiquement invoquée. Alors, ces oppositions à un texte constitutionnel écrit, qui ont été très fortes dès les premières années de l'existence de l'État d'Israël, ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas réussi à adopter une constitution écrite et normative, comme l'ont, je le disais tout à l'heure, la plupart des systèmes démocratiques occidentaux. Alors les essais n'ont pas manqué, il y a énormément de projets de constitution très régulièrement, on peut en trouver beaucoup d'exemples grâce à Internet maintenant, mais les clivages de la société israélienne entre religieux et non religieux, entre juifs et arabes, ont bloqué jusqu'à aujourd'hui l'adoption d'un texte suprême. Alors, c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, il est possible de s'interroger sur l'existence d'une constitution en Israël. Alors, comme le titre de cette conférence, c'est la constitution d'Israël, vous avez compris que, de mon point de vue, il y a bien une constitution de l'État d'Israël. Alors, on va voir pourquoi. On va voir dans un premier temps que, du point de vue formel, la constitution d'Israël nous pose problème, parce qu'on n'a pas ce fameux document écrit, mais on va voir qu'il y a eu des évolutions, il y a bien des textes, et des textes qui sont importants, qui vont permettre de dire que même du point de vue formel, on a une constitution. Et puis, on verra ensuite que du point de vue matériel, c'est-à-dire du point de vue du contenu, on a bien des règles constitutionnelles dans le cadre de l'État d'Israël. Alors, dans cette deuxième partie, il ne s'agira pas d'examiner en long et en large le droit constitutionnel israélien, parce qu'il faudrait bien plus qu'une heure pour le détailler, mais je mettrai l'accent sur un élément particulier de ce contenu matériel de la Constitution, qui est l'affirmation dans les textes et par la Cour suprême des valeurs juives et démocratiques de l'État d'Israël. Donc en ce qui concerne tout d'abord le point de vue formel, on a vu dans le cadre de l'introduction qu'Israël n'a pas de document écrit appelé Constitution, donc regroupant l'ensemble des règles, mais pourtant Israël n'est pas resté sans aucun texte fondamental. Alors d'abord, on peut citer, comme je l'ai fait tout à l'heure, la déclaration d'indépendance.
Donc la déclaration d'indépendance aurait pu servir de constitution. C'est un texte qui a une valeur symbolique importante, qui a été signé par tous les représentants de toutes les communautés juives constituant la société israélienne en 1948. C'est un consensus qu'on n'a pas retrouvé depuis, donc c'est vraiment un texte qui aurait pu servir de constitution. Elle contient en outre une énumération des droits fondamentaux, donc là aussi ça correspond à ce qu'on peut trouver dans une constitution, mais originellement en tout cas, les acteurs politiques et le juge israélien ont refusé de donner toute valeur juridique à ce texte. Alors on va voir tout à l'heure que ça a évolué et qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais originellement en tout cas, aucune valeur juridique n'a pu être donnée à la déclaration d'indépendance. Alors, donc voilà pour ce premier texte, qui est la déclaration d'indépendance. Et puis ensuite, on a d'autres textes dans le système israélien, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une assemblée constituante a été élue. Alors, cette assemblée constituante, elle n'a pas réussi à adopter de texte constitutionnel, mais elle a créé les conditions propres à faire évoluer la situation. Et dans le cadre de la première Knesset, a été adoptée une résolution, qui est la résolution Harari, qui est à l'origine de l'adoption ultérieure des lois fondamentales de l'État d'Israël. Donc la Knesset, la première Knesset, a prévu que, comme on ne pouvait pas adopter un texte constitutionnel unique, la Knesset et ses successeurs pourraient adopter des textes partiels, c'est-à-dire des sortes de chapitres de constitution, et l'idée était qu'une fois réunis, ces chapitres pourraient former la constitution d'Israël. Alors cette résolution, elle a eu pour avantage de ne pas paralyser totalement les avancées constitutionnelles, donc on avait cette possibilité de constitution chapitre par chapitre. Pourtant, cette résolution, elle était loin de régler tout problème, notamment du point de vue de la valeur juridique de ces lois fondamentales. En effet, la résolution Harari qui a été donc adoptée par la première Knesset, en réalité, c'était un compromis entre deux courants qui étaient totalement opposés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les compromis sur la substance sont possibles, chacun interprétant le texte à sa façon. Et donc on avait deux courants. Un courant qui s'appuyait sur le concept de souveraineté parlementaire à la britannique, donc qui pensait que ces chapitres n'auraient pas de valeur supérieure à celle des autres lois. Et on avait un second courant qui avait voté la résolution Harari, qui se reposait plus sur la conception américaine de la Constitution, avec donc une volonté d'élaborer une Constitution écrite, mais surtout une Constitution normative, c'est-à-dire une Constitution qui suprême, qui s'impose au Parlement. Donc deux conceptions qui étaient complètement opposées et pourtant deux conceptions de partis, de types de groupes parlementaires qui ont voté le même texte. Donc c'est la raison pour laquelle un certain nombre de points sensibles n'ont pas été réglés par la résolution Harari. Parce que si on réglait les points sensibles, forcément ça aurait fait pencher la balance dans le camp de l'un ou l'autre, dans l'un ou l'autre camp, et ça aurait empêché le compromis. Et donc en particulier, la question du statut normatif des lois fondamentales n'a pas été abordée. On n'avait rien à propos du statut, on n'avait rien non plus à propos des conditions d'adoption des lois fondamentales. Est-ce qu'il fallait des majorités spéciales ou pas? Est-ce que ces lois pouvaient être adoptées comme des lois ordinaires? Comment est-ce qu'elles pouvaient être modifiées? Ce n'était pas prévu. Et puis leur protection par le juge, là, n'était pas non plus prévue. Donc la résolution adoptée par cette première Knesset posait finalement plus de questions qu'elle n'en résolvait. Et c'était d'autant plus flagrant qu'après avoir voté cette résolution, la première Knesset n'a adopté aucune loi fondamentale. Donc elle ne s'est pas prononcée du tout sur le statut et l'adoption, les conditions d'adoption des lois fondamentales. Alors la première loi fondamentale a donc été adoptée plus tard. La première loi fondamentale a été adoptée en 1958. C'était une loi fondamentale consacrée à la Knesset. Et ensuite ont été adoptées 10 autres lois fondamentales. Donc aujourd'hui on a 11 lois fondamentales. Et
la Knesset, qui a adopté ces lois fondamentales, n'a jamais résolu le problème du statut normatif de ces lois fondamentales. Donc, la Knesset ne s'est jamais prononcée sur le fait de savoir si c'était des lois ordinaires ou si c'était des lois spéciales, constitutionnelles, comme on a une constitution dans nos systèmes, tels que le système français ou américain. Et la Knesset, donc, qui n'a jamais résolu cette question, a au contraire augmenté la complexité initiale parce qu'elle a introduit dans certaines des lois fondamentales un certain nombre d'articles rigides. Alors qu'est-ce que sont ces articles rigides? Ce sont des articles qui nécessitent une majorité spéciale pour être modifiés. C'est-à-dire qu'on a dans les lois fondamentales quelques articles, dans les premières lois fondamentales notamment, quelques articles pour lesquels il faut une majorité absolue pour qu'ils puissent être modifiés. C'est ce qu'on appelle la rigidité, d'un point de vue technique constitutionnel. Et donc, on a quelques dispositions rigides dans les lois fondamentales qui ont été adoptées au début. Ces dispositions rigides sont restées exceptionnelles. Elles sont restées exceptionnelles jusqu'en 1992. Puisqu'en 1992, ont été adoptées deux lois fondamentales très importantes pour le système israélien, puisque ce sont deux lois fondamentales qui sont relatives aux droits et libertés. Et en ce qui concerne le statut juridique des lois fondamentales, elles ont rajouté là encore un élément de complexité, puisqu'il y a une sorte de rigidité substantielle qui a été ajoutée. Alors là, ça commence à devenir un peu technique, mais pour essayer de faire simple, il a été décidé par la Knesset que des dispositions qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux prévus dans ces lois fondamentales seraient valides si elles remplissaient un certain nombre de conditions, notamment le respect des valeurs démocratiques et juives de l'État d'Israël. Donc, on a une rigidité encore plus forte pour ces lois fondamentales consacrées aux droits et libertés. Malgré tout, la Knesset n'a jamais abordé le statut juridique. Donc elle rajoute des éléments de complexité, mais parallèlement, elle n'aborde pas la question du statut juridique exact de ces lois fondamentales. Et comme donc la Knesset a laissé cette question en suspens, et que ça posait problème, c'est le juge qui a tranché cette question du statut normatif des lois fondamentales. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des études constitutionnelles qui sont consacrées à Israël traitent de l'activisme de la Cour suprême. La Cour suprême israélienne est considérée comme une cour activiste qui va imposer ses décisions, notamment au Parlement israélien. Alors en réalité, c'est bien parce que le Parlement n'a pas réussi à adopter de constitution que c'est le juge qui a pris le relais. Et le juge, à chaque fois, est intervenu quand il pensait qu'il avait une légitimité suffisante pour combler les lacunes des textes constitutionnels. Donc il a eu une interprétation très active. On parlerait en France, si on avait ce genre de choses, de gouvernement des juges, mais c'est quelque chose qui a été plutôt bien accepté par la Knesset et par les Israéliens dans l'ensemble, sauf les partis religieux qui sont totalement opposés à ce genre d'évolution. Et donc, cette intervention du juge, elle ne s'est pas faite en une seule fois, il y a eu un certain nombre d'étapes, et il y a eu en particulier deux étapes. La première étape a été effective en 1969. La première brèche a été entrouverte en 1969, quand la Cour a fait respecter la rigidité qui avait été introduite par la Knesset dans le cadre des lois fondamentales. Donc, pour essayer d'être pas trop technique, encore une fois, on a vu tout à l'heure que la Knesset avait indiqué que pour modifier certains articles, il fallait que les lois soient adoptées à la majorité absolue. La Cour suprême a simplement vérifié que la Knesset votait bien les lois à la majorité absolue quand elle allait à l'encontre des articles
c'était quelque chose de révolutionnaire en 1969 en Israël, et c'était d'autant plus révolutionnaire et caractéristique de l'État d'Israël qu'on pouvait dire qu'à partir de 1969 existait en Israël un véritable contrôle de constitutionnalité, alors même qu'il n'y avait pas de constitution écrite. Donc c'est assez paradoxal, mais on a réussi, les juges ont réussi à opérer un contrôle de constitutionnalité sans constitution écrite. Alors, c'était important et c'était révolutionnaire parce que l'idée du contrôle du législateur était acceptée. La porte s'ouvrait vers un contrôle accru. Alors, la Knesset aurait pu avoir une réaction violente face à cette prise de position des juges, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Parlement ne s'est pas insurgé contre l'autorité judiciaire. Il s'est tout simplement contenté de voter à nouveau les lois qu'il voulait voter en respectant la procédure, en respectant les conditions de rigidité imposées par la loi fondamentale. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait logique et habituel dans un système qui est habitué au contrôle de constitutionnalité, comme ce qu'on a en France. C'était beaucoup moins logique et habituel dans le système israélien, puisque la Knesset, grâce à cette intervention, acceptait le contrôle du juge pour la première fois. Alors, suite à l'arrêt de la Cour suprême de 1969, les occasions pour la Cour suprême de remettre en cause la volonté du législateur ont été peu importantes, parce qu'il y avait peu d'articles rigides dans les lois fondamentales et que le juge préférait de toute façon ne pas remettre en cause les lois votées par la Knesset. Donc, les occasions ont été plus nombreuses, mais elles ont existé, et lorsque la Cour suprême remettait en cause les lois de la Knesset acceptait les décisions de la Cour, soit donc en votant à nouveau les dispositions controversées en respectant la procédure, soit tout simplement en écartant la loi controversée. Donc voilà pour cette première étape. Alors il a fallu attendre un certain temps pour passer à la seconde étape, pour que la Cour suprême fasse évoluer son contrôle de manière à contrôler non pas seulement les articles rigides, mais toutes les lois fondamentales. Alors ce qui a permis l'évolution dans le cadre du système israélien, c'est l'adoption, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça a vraiment été un élément crucial dans l'évolution du système constitutionnel, c'est l'adoption par la Knesset des deux lois fondamentales en 1992 relatives aux droits et libertés. Elles ont été ensuite considérées par le juge comme un signe fort pour justifiant une intervention accrue du juge. Alors il y a deux lois fondamentales qui ont été votées, l'une consacrée à la liberté professionnelle et l'autre consacrée à la dignité humaine, dignité de la personne humaine. Et donc ça a été considéré déjà comme une petite révolution parce que pour la première fois, le pouvoir constituant avait essayé de protéger les droits et libertés dans un texte constitutionnel. Donc, la Cour suprême a eu à se prononcer dès les mois qui ont suivi l'adoption de ces deux lois fondamentales. Il y a eu remise en cause non pas d'une loi mais d'un règlement jugé contraire à la loi fondamentale. Et cette fois-ci, la décision de la Cour suprême israélienne a entraîné une grave crise politique, puisque le règlement qui avait été jugé contraire à la nouvelle loi fondamentale était un règlement qui concernait l'importation de viande non cachère, et donc il y a eu une révolte qui était conforme, parce que l'importation de viande non cachère était conforme à la liberté professionnelle, et donc l'interdiction ou la limitation de cette vente posait problème vis-à-vis de la loi consacrant la liberté professionnelle. Et donc il y a eu une grave crise politique parce que
les partis religieux notamment, n'ont pas accepté cette intervention de la Cour suprême. Donc ça aboutit quelques temps plus tard à la modification des lois fondamentales. Les deux lois fondamentales ont été modifiées en 1994 et donc il y a eu l'introduction de ce qu'on appelle une clause limitative dans ces lois fondamentales. Donc cette clause limitative, elle permet de ne pas respecter les libertés qui sont théoriquement affirmées dans la loi fondamentale, non-respect de ces libertés en respectant un certain nombre de procédures. Donc s'il y a un vote à la majorité absolue, on peut aller outre la loi fondamentale sur la liberté professionnelle ou la loi fondamentale sur la dignité de la personne humaine. Il s'agissait donc d'un recul par rapport à la loi initiale. Mais, paradoxalement, et je pense que les acteurs israéliens ne se sont pas, en particulier les partis religieux, ne se sont pas rendus tout de suite compte de ce qu'ils ont indiqué également dans ces lois, paradoxalement, à la même occasion, il a été fait référence à la déclaration d'indépendance dans les deux lois fondamentales, modifiées en 1994. Donc, depuis 1994, il y a une référence explicite dans les lois fondamentales à la déclaration d'indépendance, dont je vous ai dit tout à l'heure, qui contiennent un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Et donc, à partir de ce moment-là, la déclaration d'indépendance possède une véritable valeur juridique. Et donc, les juges peuvent s'y référer pour exercer le contrôle de constitutionnalité. Donc, on a eu d'un côté un recul avec l'introduction de la clause limitative, mais en même temps une introduction de cette valeur juridique de la déclaration d'indépendance qui va donner beaucoup de pouvoir aux juges. Donc cette évolution au niveau du pouvoir constituant a été prise par le juge comme une volonté de faire évoluer les choses. Et donc le juge un petit peu plus tard, va faire évoluer sa jurisprudence de manière à tirer toutes les conséquences du caractère fondamental de ces lois. Et donc, dans un arrêt de 1995, la Cour suprême va finalement régler le problème du statut normatif des lois fondamentales en Israël. C'est-à-dire qu'elle va estimer, pour faire simple, parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais la Cour suprême va estimer que les lois fondamentales, à partir du moment où elles prennent ce nom de loi fondamentale, sont considérées comme des lois qui sont supérieures aux lois ordinaires, et donc ce sont des lois que le Parlement, que la Knesset, doit absolument respecter. Et donc ce sont sans distinction de rigidité, donc qu'il y ait ou non des articles rigides, ces lois fondamentales sont considérées comme des lois constitutionnelles suprêmes et normatives. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, la plupart des constitutionnalistes ont estimé qu'Israël était doté d'une constitution normative. Donc on peut dire aujourd'hui, depuis 1995, qu'on a bien une constitution normative en Israël, même si elle n'est pas comprise dans un texte unique. On a plusieurs lois fondamentales, elles sont incomplètes, on y reviendra, mais elles ont un véritable statut supérieur à celui des lois ordinaires. Et donc cette jurisprudence de 1995 a été confirmée à plusieurs reprises. Plusieurs lois ont été invalidées sur le fondement des nouvelles lois fondamentales. Et donc la jurisprudence aujourd'hui, elle semble très bien établie, même si là encore le nombre de décisions est finalement très peu important parce que la Cour suprême ne veut pas s'opposer, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes constitutionnels. Le juge préfère ne pas s'opposer aux représentants du peuple et donc préfère avoir une interprétation active plutôt que de remettre en cause frontalement les lois adoptées par les parlements. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve en Israël. Alors, la jurisprudence est bien établie, néanmoins, c'est pas pour ça que le débat est tout à fait clos, parce que, bien sûr, les partisans de la constitution,
d'une constitution écrite ont accueilli avec grande joie cette décision de 1995, mais on a aussi beaucoup de constitutionnalistes israéliens qui ont critiqué cette décision parce qu'ils estimaient que ce n'était pas au juge mais plutôt au pouvoir constituant de se prononcer sur le statut normatif des lois fondamentales. Les politiques, eux, n'ont pas pris tout de suite la mesure de l'évolution constitutionnelle qui avait eu lieu en 1995, donc au début il n'y a pas eu trop de réactions, mais progressivement ils se sont rendus compte de l'importance de cette décision de 1995, et ça a eu un effet pervers. Parce que les parlementaires israéliens, à partir de là, n'ont plus voté de loi fondamentale. Beaucoup de parlementaires ont estimé, et en particulier les partis religieux, ont estimé que les lois fondamentales donnaient trop de pouvoir aux juges, que les juges étaient trop activistes. Donc on a beaucoup de propositions de lois fondamentales qui ont été faites depuis 1995, mais ça n'a donné aucun résultat. Les partis religieux ont même indiqué qu'ils refuseraient jusqu'à l'inscription des 10 commandements dans une loi fondamentale parce que ça leur aurait trop peur de l'interprétation de ces 10 commandements par les juges. Donc on est actuellement dans une situation de blocage, même les décisions qui seraient consensuelles ne peuvent plus faire l'objet de lois fondamentales. Donc voilà pour ce qui concerne la constitution israélienne du point de vue matériel, du point de vue formel. Donc on a bien du point de vue formel, on peut dire aujourd'hui qu'on a une constitution suprême, normative, supérieure aux lois fondamentales, aux lois ordinaires. On va passer maintenant au deuxième point que vous voulez étudier ce soir, donc consacré à la constitution israélienne, mais cette fois-ci d'un point de vue matériel, du point de vue du contenu de cette constitution. Donc, si on reprend les lois fondamentales qui ont été adoptées jusqu'ici, elles couvrent une bonne partie des domaines qui sont généralement adoptés dans les constitutions écrites. En ce qui concerne l'organisation de l'État, en réalité, par rapport à une constitution écrite qu'on trouve dans un système ou dans un seul document, il ne manque qu'une seule loi fondamentale. Ça serait une loi fondamentale consacrée à la procédure législative. Il n'y a pas de texte en Israël qui détermine la procédure législative. Bien sûr, les règlements de l'Assemblée, mais il n'y a pas de texte qui pose les principes de cette procédure législative comme on a dans les textes constitutionnels en général. Alors c'est pourquoi on n'a pas de loi fondamentale relative à la procédure législative. C'est tout simplement parce qu'il faudrait alors déterminer les conditions d'élaboration des lois fondamentales, les conditions de modification de ces lois fondamentales, et donc vous l'avez compris, c'est un sujet qui est très sensible, donc pour l'instant on n'a pas de loi relative à ce sujet. Donc pour ce qui est de l'organisation d'État, à part cette loi qui est consacrée à la procédure législative, on a des lois fondamentales relatives à la Knesset, au gouvernement, etc. Donc tout ce qu'on trouve dans les constitutions écrites traditionnelles. En ce qui concerne les lois fondamentales consacrées aux droits et libertés, ce qu'on trouve aussi dans les constitutions modernes, vous l'aurez compris, les lois fondamentales sont beaucoup plus lacunaires. On a seulement, jusqu'en 92, il n'y avait aucune loi. Depuis 92 et la modification de 94, on a 2 lois fondamentales, donc une consacrée à la liberté professionnelle, une à la dignité de la personne humaine et à la liberté. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'y aller pas à pas? C'est parce qu'il y avait eu beaucoup de tentatives avant, en 1992, pour permettre l'adoption d'une charte des droits, et ça n'a jamais été possible, en particulier du fait de l'opposition des partis religieux face à l'affirmation de certains principes, comme la liberté religieuse, par exemple. Donc, l'adoption de ces 2 textes, c'est un changement de tactique de ceux qui voulaient une déclaration des droits, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter un texte complet qui ne pouvait pas être adopté, ils ont présenté
les aspects consensuels de cette charte des droits, en pensant qu'on allait progressivement intégrer dans les lois fondamentales l'ensemble des droits et des libertés qu'on trouve habituellement dans les déclarations. Alors aujourd'hui, néanmoins, les lois fondamentales ne traitent toujours pas de droits qui sont importants, puisqu'il n'y a pas de consensus depuis 1992-94 et que, comme je l'ai dit à l'instant, il y a une paralysie, un blocage du système. Donc on n'a toujours pas de loi fondamentale dans le cadre de la liberté religieuse, je viens de le dire, mais on n'a pas de loi qui consacrerait le droit à l'égalité, ni de droit qui consacrerait la liberté d'expression, la liberté de la presse ou encore les droits sociaux. Donc ces droits-là ne sont pas expressément protégés dans les textes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protection du tout de ces droits dans le système israélien. On peut avoir une protection par le juge, mais il ne peut pas s'appuyer sur les textes fondamentaux. Donc ça c'est pour les lois fondamentales, le contenu des lois fondamentales. En ce qui concerne le fonctionnement plus institutionnel de l'État d'Israël, je le disais tout à l'heure, ça a été un consensus au moment de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël fonctionne comme un régime parlementaire de type classique, sans rentrer dans les détails, parce que comme je l'ai dit aussi en introduction, ça mériterait beaucoup plus de temps. Le régime parlementaire israélien est classique avec un Premier ministre qui gouverne, un président effacé. Alors quand je dis un régime parlementaire classique, c'est vrai que je dois faire la précision que la Ve République n'est pas un régime parlementaire classique, puisque la Ve République, avec le président qui a beaucoup de pouvoir, c'est une exception dans le cadre des régimes parlementaires. Quand je parle d'un régime parlementaire de type classique, c'est plutôt le fonctionnement du régime parlementaire anglais ou espagnol, dans lequel donc le Premier ministre gouverne et le chef de l'État est effacé. En Espagne et en Angleterre, en Royaume-Uni, c'est le monarque qui est chef de l'État, mais on a aussi beaucoup de régimes parlementaires où c'est un président qui a un rôle effacé. Donc, un rôle le plus symbolique du président. Voilà le système qui a été adopté en Israël, avec donc beaucoup de références au fonctionnement britannique, puisque le mandat britannique a permis d'imposer un certain nombre de règles en droit privé, mais aussi en droit public en Israël. Une grande différence néanmoins avec le régime britannique, c'est qu'il a été mis en place un régime monocaméral, avec une seule chambre, donc la Knesset, alors que le régime britannique a la chambre des communes et la chambre des lords. Alors, sinon, c'est un régime parlementaire qui fonctionne sur la responsabilité gouvernementale. Alors, la grande différence, mais là qui n'est pas une différence juridique, mais qui est une différence politique avec le système britannique, on verra pourquoi tout à l'heure, c'est que le système israélien n'est pas basé sur ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. Il n'y a pas une majorité pour soutenir le gouvernement. Le gouvernement israélien doit s'appuyer sur une coalition, alors que le gouvernement britannique, lui, s'impose, encore que les dernières élections ont fait évoluer, y compris le système britannique. C'est l'exception qui confirme la règle, à mon avis, pour le système britannique. En général, donc, le gouvernement s'appuie sur une majorité et peut mener toute sa politique sans aucun problème. Les coalitions sont forcément beaucoup plus fragiles que des majorités. Donc voilà, sur le fonctionnement institutionnel global d'Israël, je ne rentrerai pas dans le détail, je préférerais, parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'État d'Israël, je préférerais mettre l'accent ici sur une caractéristique particulière de la Constitution d'Israël, qui fait de cet État un État à la fois juif et démocratique. Donc ce sont les termes que l'on retrouve dans les lois fondamentales israéliennes. Et donc, dans ce contexte, on peut se poser la question de savoir si un État peut être à la fois juif et démocratique. Alors, on va voir que la plupart du temps, il y a une véritable complémentarité entre ces deux aspects, mais que néanmoins, parfois, il y a aussi contradiction, notamment dans le domaine qui est la défense des droits et libertés. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les éléments qui font qu'il y a une complémentarité entre les deux aspects. Israël, c'est bien une véritable démocratie.
l'État d'Israël sont votés par une assemblée qui est élue démocratiquement. Donc l'assemblée élue, qui est la Knesset, est composée de juifs et d'arabes israéliens. Et ces parlementaires votent une législation qui est une législation civile. Donc le droit israélien qui est voté par la Knesset n'est pas un droit religieux. Alors, donc du point de vue de la forme, le droit israélien il est totalement laïque. Les textes et les valeurs religieuses jouent certes un rôle central dans les débats israéliens, mais il n'y a pas de valeur juridique en tant que telle de ces textes et de ces valeurs religieuses. Donc un texte et une loi n'aura de valeur juridique que parce qu'il est voté par le législateur et donc par la Knesset. Alors cette affirmation, elle est tout à fait juste d'un point de vue juridique, elle doit cependant être nuancée par un phénomène politique qui est lié paradoxalement au caractère démocratique de l'État d'Israël et qui renvoie à la désignation de la Knesset. Parce que la Knesset est élue au scrutin proportionnel, et c'est la proportionnelle intégrale qui est utilisée pour l'élection de la Knesset. Moi je vais peut-être être un peu technique, mais avec un seuil de répartition des sièges qui est très faible, puisqu'il a augmenté, puisqu'il est passé de 1% à 2%, quelques étapes. Ce qui signifie, pour faire plus simple, qu'on a une représentation de tous les courants ou des courants les plus minoritaires au sein de la Knesset. On a des systèmes qui utilisent la proportionnelle où le seuil est beaucoup plus élevé. Par exemple, le système allemand, le seuil est à 5%, et du coup, le nombre des partis représentés au sein du Bundestag est beaucoup moins important. Au niveau de la Knesset, comme ce seuil est très bas, on a une répartition des sièges qui se fait avec un grand nombre de partis. Alors cette volonté, ce mode de scrutin et cette volonté de représenter des groupes, elle est traditionnelle dans le système israélien. C'est quelque chose qui existait déjà dans les institutions juives avant même la création de l'État d'Israël, l'idée étant d'assurer une représentation à tous les courants du peuple juif. Donc ça a été repris dans le mode d'élection de la Knesset, et c'est pour ça qu'on n'a pas repris le mode traditionnel britannique qui lui le scrutin majoritaire à un tour et qui permet la représentation de simplement 2 partis en général, parfois 3, comme on le voit actuellement. Donc dans le système, dans cette Knesset israélienne, tous les groupes, y compris les plus minoritaires, sont représentés. Alors c'est éminemment démocratique, mais ça conduit à une véritable atomisation de la vie politique israélienne et ça rend les coalitions extrêmement difficiles. Et la survie de ces coalitions est rendue très précaire. Et ça a eu la conséquence aussi d'accorder une place prépondérante aux partis religieux dans le système. Donc peu de gouvernements ont réussi à être constitués sans l'accord des partis religieux, et donc les partis religieux du coup posent leurs conditions pour participer au gouvernement israélien, ce qui explique, on l'a vu tout à l'heure, l'opposition à l'adoption d'une constitution écrite, mais ça peut avoir des effets beaucoup plus concrets, puisque dernièrement, on a eu un passage à l'heure d'hiver en Israël au mois de septembre pour faciliter le dépôt, alors même que du point de vue strictement économique et énergétique, ça ne se justifiait pas. Donc le poids des partis religieux du coup est très important, y compris dans le vote des lois. Donc juridiquement, les lois sont laïques, sont votées par la Knesset, mais on s'aperçoit que politiquement, le poids des partis religieux est vraiment très important. Alors néanmoins, ces lois, on vient de voir, elles sont contrôlées par un organe laïque qui est la Cour suprême. Donc les lois ordinaires sont contrôlées par rapport aux lois fondamentales depuis 1995, et donc les lois qui sont matériellement religieuses, elles aussi sont contrôlées par la Cour suprême. Donc on veut dire là aussi qu'on a un côté laïque à ce fonctionnement. Donc la Cour suprême, notamment, est chargée de vérifier que les lois sont conformes à ce caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. Et c'est une
tâche très difficile pour la Cour suprême que de trouver cet équilibre, forcément un équilibre instable, entre les deux aspects fondamentaux. Alors la Cour suprême israélienne, elle a privilégié une approche pragmatique des choses, elle a essayé de concilier le point de vue laïque et le point de vue religieux, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Bon, en même temps, c'est le rôle des cours suprêmes, et pas seulement de la Cour suprême israélienne, que de trouver des conciliations entre des principes qui semblent a priori inconciliables. En France, par exemple, le Conseil constitutionnel peut être amené à trouver une conciliation entre droit de grève et continuité du service public. Donc des principes qui sont a priori inconciliables réussissent à être conciliés par la Cour suprême. Donc c'est ce que fait la Cour suprême israélienne avec l'aspect juif et démocratique de l'État. Et en réalité, elle analyse au cas par cas les situations. Il n'y a pas de véritable règle dans ce domaine. Et je citerai juste, pour terminer sur ce point, une intervention du juge Barak, qui a été président de la Cour suprême, qui a été un président très actif de la Cour suprême israélienne, qui disait, je le cite, qu'il faut considérer que les valeurs de l'État comme juif sont les mêmes que les valeurs universelles qui sont communes aux habitants d'une société démocratique et qui se sont développées à partir de la tradition et de l'histoire juive. Les valeurs démocratiques leur sont proches. Et c'est du rapprochement et de la conciliation de ces deux éléments que se forgeront les valeurs de l'État d'Israël. L'idée étant que les valeurs de l'État juif sont assez proches de celles d'un État démocratique plus classique. Donc on le voit généralement une véritable complémentarité entre le caractère juif et démocratique de l'État israélien. Alors ça ne doit pas cependant cacher un certain nombre de contradictions qu'on va retrouver dans le fonctionnement de l'État d'Israël. Je l'ai dit, il n'y a aucun doute qu'Israël est une véritable démocratie et que donc l'affirmation de la judéité d'Israël n'en fait pas une théocratie. Il n'en reste pas moins que, contrairement aux vœux des sionistes laïcs qui ont été à l'origine de la création de l'État, la religion tient vraiment une place prépondérante dans le système institutionnel et politique israélien, et parfois ça peut entrer en contradiction avec les fondements mêmes de la démocratie. Israël a en effet intégré dans son système juridique plusieurs pans de la législation religieuse, et de temps en temps cette législation peut entrer en conflit avec l'affirmation des droits et libertés individuelles. Et puis même au-delà de la législation religieuse, la qualification d'Israël comme État juif peut poser la question du respect des droits des minorités non juives au sein de l'État d'Israël. Donc d'abord, en ce qui concerne le statut de la religion et le rapport entre ce statut de la religion et la démocratie, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la démocratie dans la culture occidentale, elle est associée au respect des droits et des libertés des individus. Donc pour qu'il y ait démocratie, il faut un respect de ces droits et des libertés. Alors ça n'implique pas forcément une séparation stricte de l'Église et de l'État comme on la connaît en France. En Allemagne, par exemple, la séparation n'est pas stricte à ce point, pas stricte du tout. L'Église a une mission publique, donc il n'y a pas forcément de séparation de l'Église et de l'État dans un État démocratique. Mais dans les États démocratiques, la primauté absolue est donnée aux droits individuels. Or, la place reconnue à la religion dans la société israélienne peut parfois aller à l'encontre de la protection des droits et libertés individuelles. Alors juste quelques exemples pour illustrer ce propos. On trouve en Israël un véritable service public du culte, composé de fonctionnaires religieux qui sont rémunérés par Israël, les collectivités de l'État, les collectivités locales. Donc l'existence même du service public du culte, encore une fois, n'est pas contraire à l'existence d'un État démocratique et ne porte pas atteinte en soi aux libertés individuelles. Le petit problème qui peut se poser concerne ce que fait ce service public du culte, parce que en plus de sa mission cultuelle, le service public du culte s'occupe de l'organisation du statut personnel. Donc a une mission à jouer en matière de statut personnel.
concrètement, hein, donc ça veut dire que ce service s'occupe du mariage et du divorce des Israéliens. Hein. Donc les mariages, pour faire simple, hein, pour vous donner un exemple concret, les mariages et les divorces en Israël, pour les juifs, ne peuvent être effectués que selon la législation rabbinique. Donc, ce qui implique des difficultés énormes pour les mariages entre personnes de confessions différentes, ce qui implique des divorces plus difficiles pour les femmes que pour les hommes, etc. Donc, la législation religieuse et son lien avec le statut personnel va avoir des conséquences sur les droits individuels des citoyens israéliens. Et donc, cette mainmise des religieuses sur le statut personnel est vraiment l'objet de tensions entre laïcs et religieux au sein même de l'État d'Israël. Hein. Alors, ce n'est pas le seul sujet d'achoppement, hein, puisque les religieux, grâce au poids qu'ils ont dans le système politique qu'on a décrit tout à l'heure, hein, cherchent à étendre leur influence sur la vie quotidienne des Israéliens. Hein, et donc, on a beaucoup de lois qui ont été votées pour accentuer la place du judaïsme dans la société. Hein. Donc, bien entendu, le respect du Shabbat, l'observance de la cache-route dans les cuisines publiques, la réglementation stricte de l'élevage du porc, des autopsies, des fouilles archéologiques, la répression de l'avortement, etc. Donc, cette pratique collective des aspects religieux, elle est acceptée hein, par une majorité de la population, mais il y a une partie de la population israélienne, hein, la fraction la plus sécularisée de la population israélienne, qui revendique une préservation de sa liberté de conscience, hein, et donc qui revendique la possibilité de sélectionner les pratiques à observer. Hein. Donc on a une véritable tension, un équilibre toujours délicat hein, à trouver dans ce cadre-là. Alors, la Cour suprême a un rôle à jouer dans cet équilibre à trouver, hein, puisqu'elle a un rôle constitutionnel, mais c'est une Cour qui intervient dans d'autres domaines que les domaines constitutionnels, mais cet équilibre ne peut être que précaire. Alors cet équilibre est d'autant plus précaire que l'affirmation de ce caractère juif de l'État d'Israël peut, je disais tout à l'heure, poser la question de la place des minorités non juives dans le cadre de l'État démocratique et l'État d'Israël. Alors, la démocratie dans les systèmes libéraux, je viens de dire, elle se définit par le respect des droits et libertés individuelles, mais elle se définit aussi par la protection des minorités. Et donc, la question se pose hein, du respect de ces minorités non juives dans le cadre du système israélien. Alors, d'un point de vue purement juridique, l'égalité est observée. Hein. L'État israélien assure une stricte égalité entre ses citoyens. La Cour suprême veille au respect de l'égalité formelle, notamment entre juifs et arabes. Hein, et il y a eu un certain nombre de décisions de la Cour suprême qui ont clairement condamné le traitement préférentiel accordé aux juifs. Hein. Donc la Cour suprême est là pour veiller au respect de cette égalité formelle. Le problème qui peut se poser, c'est que les garanties constitutionnelles ne sont pas toujours suffisantes hein, pour éviter les discriminations. C'est quelque chose que l'on trouve dans le système israélien, mais qu'on trouve aussi dans d'autres systèmes. C'est pas parce qu'on affirme l'égalité que l'égalité existe dans les faits. Et donc on a beaucoup de pratiques indirectes, déguisées, hein, qui défavorisent les minorités, hein, notamment dans la distribution des aides publiques. Hein, et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne l'égalité réelle. Hein, en ce qui concerne l'égalité juridique, encore une fois, elle est affirmée et très clairement. Donc voilà, en ce qui concerne la constitution matérielle de l'État d'Israël, ce caractère juif et démocratique est spécifique à l'État d'Israël. Et donc j'ai terminé cette conférence consacrée à la constitution de l'État d'Israël. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. J'essaie d'être pas trop technique. Hein, et donc, si vous avez des questions, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention.
voulu savoir comment sont désignés les membres de la Cour suprême. Alors, combien ils sont, qui les nomme, est-ce qu'ils sont inamovibles, est-ce qu'ils sont... Alors, les juges de la Cour suprême sont... alors ça a changé il n'y a pas très longtemps, donc, parce qu'en réalité, il y avait une sorte de cooptation au départ, et donc il n'y avait pas de possibilité pour les politiques d'avoir une influence sur... donc ce sont des... Parce que la Cour suprême, il faut bien comprendre que ce n'est pas une cour spécialisée en droit constitutionnel, hein. C'est la Cour suprême de l'État israélien en matière juridique. Donc c'est l'équivalent, si on prend le système français, du Conseil d'État et de la Cour de cassation réunis. C'est-à-dire qu'elle traite des affaires constitutionnelles, mais aussi des affaires civiles et pénales. Donc les juges sont nommés par un système de cooptation. Hein. C'est donc pas de possibilité pour les politiques, il n'y avait pas de possibilité pour les politiques d'avoir une influence sur ces juges, contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres cours suprêmes, puisque par exemple la Cour suprême américaine, c'est le président qui nomme les juges de la Cour suprême. Donc ça a été un petit peu modifié dernièrement, mais globalement l'indépendance de la Cour suprême est conservée. Donc voilà pour leur désignation. Ensuite, ils ont, comme la plupart des juges dans ces cours suprêmes ou dans les cours spécialisées, un mandat qui est très long, hein, de manière à éviter les pressions. Hein. L'indépendance passe par le caractère long, hein, des mandats de ces juges. Donc le mandat est long de manière à permettre cette indépendance. Et puis enfin, en ce qui concerne le nombre, je ne me souviens plus exactement du nombre des juges. Tu peux la saisir. Alors là, il n'y a pas de... Alors comme c'est une cour suprême et que ce n'est pas une cour spécialisée, ce n'est pas une cour qui peut être saisie par les acteurs politiques comme ce qu'on connaît pour le Conseil constitutionnel en France, par exemple. Comme c'est un juge ordinaire, finalement, hein, la cour va être saisie dans le cadre de litiges concrets. Donc des litiges concrets qui vont traiter, qui vont à un moment donné poser une question constitutionnelle. Donc c'est pas une saisine comme on la connaît dans le cadre d'une cour